plaisir que nous vous retrouvons ce matin pour un long week-end d'accalmie dans la crise sociale et la tourmente sociale que notre pays traverse. J'espère que vous allez bien, qu'il fait beau chez vous et que vous allez bien profiter de ce long week-end de Pentecôte. C'est avec un monsieur brésilien que nous sommes. Il n'est pas footballeur, il n'est pas travesti, il ne danse pas la samba. Non, 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 non. C'est un homme qui est très connu, c'est un des plus grands écrivains ici, sur la planète. C'est Paulo Coelho. Bonjour. Bonjour. En effet, vous êtes sans doute un des écrivains qui vendait le plus de livres. Quand on cite les chiffres, ils sont extravagants, hallucinants. 55 millions d'exemplaires vendus, 13 millions pour L'Alchimiste, qui fut un véritable best-seller et qui va être d'ailleurs adapté au cinéma. Nous en parlerons dans 55 langues et 140 pays. C'est vraiment un succès tout à fait extraordinaire. Alors c'est vrai qu'on aime bien, vous savez, dans l'émission, revenir un petit peu en arrière. Tout d'abord, on va évoquer évidemment votre livre, le nouveau, 11 minutes. Alors 11 minutes, Paulo dit, c'est le temps, c'est la durée moyenne pour un coït, pour une relation en fait sexuelle. C'est un peu ce que nous en France on dit 10 minutes, douche comprise. Et cigarettes comprises. Les cigarettes comprises. La cigarette après l'amour, c'est bien connu. Oui. Donc la première partie de l'émission fait 11 minutes, alors top chrono. Mais c'est vrai que les livres, non, 11 minutes après, on peut parler ouvertement, n'est-ce pas? C'est 11 minutes après la pénétration. Je dis, c'est le temps moyen que nous avons pour une relation sexuelle. Vous avez eu une enfance, et on le voit d'ailleurs sur ces photos qu'on a retrouvées sur votre site, des petits, très mignons oui, quand vous étiez petit. Hein. Ah, oui, vous aviez des cheveux d'ailleurs à l'époque. Une adolescence assez débridée, on le connaît, échevelée, même dépravée. Qu'est-ce que vous avez retenu en fait de cette leçon de l'enfance et de votre adolescence, de votre jeunesse? Alors, l'enfance, c'était comme d'habitude, une enfance tout à fait normale, c'est-à-dire j'étais dans une école jésuite. C'est ce qui vous a rendu athée, dites-vous? Voilà, parce que la foi m'était imposée. J'étais obligé à croire en Dieu selon les jésuites, etc. Et après l'adolescence, c'était beaucoup plus compliqué parce qu'à un moment donné, je me suis dit, je ne suis pas content avec le but ou les rêves de mes parents, qui c'était de devenir un ingénieur, n'est-ce pas? Et j'ai commencé à me battre un peu pour vivre ma propre légende personnelle, c'est-à-dire pour aller au bout de mes rêves. À ce moment-là, je ne savais pas vraiment qu'est-ce qu'était mon rêve. Mais vous étiez déjà rebelle. Mais j'étais déjà quelqu'un qui aimait bien être un artiste, oui. C'est-à-dire essayer de voir les choses selon moi-même et pas selon toutes les choses qu'ils essaient de vous imposer. Et c'est pour cette raison qu'ils vous internent, vos parents, plusieurs fois, parce que vous allez contre l'autorité parentale? D'abord, ils ont essayé d'avoir l'autorité parentale. Ça n'a pas marché. Et à la fin, oui, ils m'ont dit, alors, c'est trop compliqué, on doit demander l'aide d'un psychiatrie, de la psychiatrie. Et j'ai été interné. Mais c'est vrai que quand je regarde à l'arrière, j'étais jamais amer par rapport à ça. Je trouve que c'était plutôt un coup de désespoir de mes parents. Ils ont voulu vraiment que son fils soit une réussite dans sa vie. Et à ce moment-là, être artiste, c'était pas évident, vous voyez. Mais ça vous a laissé des séquelles? Vous avez subi des électrochocs? Il y a des traces encore en vous? Non. Par contre, il y a une chose qui m'a laissé beaucoup de séquelles, c'était la prison. Et la torture? Et la torture, vous voyez. Parce que ça, c'était une expérience de haine seulement, non? C'était pendant la dictature militaire au Brésil, voilà, vous le rappelez. Voilà. Et c'est parce que vous étiez un garçon assez libertaire, assez libre, c'est la période hippie. Hein. Oui, mais c'était aussi à cause, j'étais parolier des chansons à ce moment-là. C'est-à-dire, c'était le moyen que j'ai trouvé de gagner l'argent. Bon. Parce que mes parents, bien sûr, ils ont dit, vous faites qu'est-ce que vous voulez, mais pas d'argent. Comme ils ont coupé les vivres. Et j'ai essayé à droite, à gauche, et finalement, je suis tombé sur un chanteur qui est là, j'ai vu cette photo-là. Voilà. Et bon, la dictature militaire a considéré ça subversif. Non? Et ils m'ont mis dans la prison. Et ça m'a laissé beaucoup de séquelles. Je vous dirais à peu près
3 ans pour se récupérer du malheur d'être dans la prison. C'est-à-dire, tout que j'ai vécu, c'était à cause de mon choix. Alors vous avez trouvé l'apaisement assez vite grâce à l'écriture et Karine Chana, ce matin, s'est attachée à retranscrire votre parcours. Paulo Coelho, c'est l'histoire d'un homme qui, dit-on au Brésil, aurait même le pouvoir de faire pleuvoir. Alors, un côté alchimiste, comme le titre de ce roman qui l'a propulsé phénomène d'édition, Paulo Coelho, l'un des auteurs les plus vendus au monde. Mais son pouvoir pour ses détracteurs, avoir su transformer le papier en planche à billets. Mais pour ses fans, avoir transmis le secret de ceci. Vivre votre légende personnelle. Et oui, la légende personnelle ou être maître de son destin, théorie clé de ses ouvrages. Et pour le gamin né à Rio, le destin c'était justement d'écrire. Mais pour l'accomplir, il lui faudra attendre la quarantaine et ce roman, Le Pèlerin de Compostelle. Lui qui en 86 entreprend le pèlerinage et découvre en chemin la philosophie qui l'anime depuis. Quant à ce livre, encore lié à son expérience, celle d'un enfant rebelle et solitaire que ses parents désemparés feront interner à 17 ans. J'étais troublé, ils ont conseillé avec un médecin, ils m'ont interné dans un hôpital psychiatrique. Et Paulo Coelho qui se raconte, c'est aussi dans les années 60, un hippie qui deviendra parolier de chanteur rock brésilien ou encore pour subversion sera emprisonné sous la dictature militaire. Mais la page est résolument tournée, lui invité à s'exprimer sur la société des plateaux de télé au forum de Davos. Alors, un chemin pavé de spiritualité pour les uns, mais pour les plus critiques, l'histoire de pavé devenu mine d'or, près de 55 millions d'exemplaires vendus à travers le monde. Vous accumulez les singularités, Paulo Coelho, les bizarreries même, les coups durs, puisque vous racontez aussi que dans un pub à Londres, vous avez oublié votre manuscrit. Oui. Mais il n'y a qu'à vous que ça arrive, ça. Consciemment. Oui, je n'ai pas oublié, j'ai laissé là. Vous l'avez abandonné en définitive. Abandonné, oui, avec mon adresse, bien sûr. Si par hasard quelqu'un tombe sur un manuscrit et il dit « Ah, c'est génial », et il savait comment me trouver. Mais il est devenu quoi ce manuscrit? Je ne sais pas. Il est totalement perdu. Mais c'était un moment aussi que je n'étais pas du tout persuadé d'être un écrivain. Vous savez que nous avons les rêves, mais à la fois nous avons la peur. C'est-à-dire un rêve, c'est un rêve. Très bien, je veux être un écrivain. Je connais pas mal de gens qui ont un rêve d'être un jardinier ou un musicien, etc. Mais pour payer les prix du rêve, ça c'est totalement différent. Alors on déplace toujours les moments de prendre la décision. Alors le premier manuscrit, il est tiré quoi, 900 exemplaires, vraiment très peu. Non, ça c'était l'alchimiste. L'alchimie, c'est de 900 exemplaires oui, au départ? Au départ, c'était 900 exemplaires, alors mon éditeur... Et aujourd'hui, 13 millions? Oui, aujourd'hui, 13 millions. La maison d'édition, elle n'a pas eu beaucoup de nez, ce jour-là. Voilà, mais ça arrive, hein, ça arrive normalement, mais... Donc, vous dites toujours, c'est le bouche à oreille qui fonctionne. Absolument, absolument. Mais pourquoi, alors, la maison d'édition, les professionnels, les critiques, ne ressentent pas la même chose que le public? D'abord, je crois que c'est un système académique trop vieux. Hein? Il ne marche plus parce qu'ils ont des façons de regarder la vie un peu comme on regardait la vie à la fin du siècle XIX. Après, il y a cette histoire de renvoyer l'ascenseur, comme vous dites chez vous. Vous voyez, je parle de votre livre, vous parlez de mon livre, et etc. Mais finalement... C'est une coterie, on est entre nous, c'est un club. Oui. Mais finalement, ça... être plébiscité par les lecteurs. Ça, c'est la chose la plus importante. Les gens regardent et disent, c'est pas bien. Si quelqu'un vend autant d'exemplaires, il y a quelque chose qui ne marche pas, parce que nous sommes très démocratiques par rapport à la politique, mais un peu trop intégristes, fascistes par rapport à la culture. On pense toujours que le peuple ne peut pas choisir. Par rapport à la culture, bien sûr. Alors, on évoquera, bien sûr, 11 minutes, le nouveau livre de Paulo Coelho, mais auparavant, on prend connaissance de l'actualité, on l'évoquera aussi ensemble, et elle est présentée par Isabelle Bouloc. À tout de suite.